d'abord la BPCO pour... je vois que ça passionne beaucoup de monde, la BPCO. Mais bon, c'est pas un facteur nouveau. C'est donc une maladie chronique lentement progressive qui est donc correspond à un syndrome obstructif ou pas réversible, avec effectivement un déclin accéléré du VEMS. Mais au-delà de cette simple vision de l'appareil respiratoire, c'est aussi une maladie considérée par certains comme une maladie systémique à point de départ respiratoire, en tout cas associée à des comorbidités qu'il convient d'évaluer parce qu'elles vont conditionner énormément l'évolution de cette maladie. Donc, il va y avoir fréquemment associé dans le cadre de cette maladie des atteintes notamment musculaires, périphériques, avec une inflammation systémique, une dénutrition, et va bien sûr très vite s'installer une sédentarité. La BPCO, c'est environ 7,5%, la prévalence est estimée à 7,5% dans une population de plus de 40 ans, et surtout, selon l'OMS, elle devrait doubler en 2020 par rapport à 1990, devenir la 3e cause de mortalité dans le monde et la 5e cause de handicap. Et ce qui est toujours très paradoxal, c'est de voir que c'est quelque chose qui va prendre une place énorme et qu'il y a aussi peu de confrères que ça intéresse. Mais voilà. L'autre problématique, ce sont les exacerbations. Il faut savoir que les exacerbations vont être responsables d'une mortalité hospitalière immédiate de 2,5 à 30% selon les études. Et en tout cas, il va y avoir 25 à 30% de décès dans les 3 années qui suivent l'hospitalisation pour exacerbation. Donc, globalement, la BPCO, c'est un problème de santé publique. C'est un problème de santé publique majeur. Et donc, ça correspond à ce qu'on appelle une maladie chronique. Le concept de maladie chronique est un concept qui est nouveau et qui a un intérêt, c'est que la maladie chronique se définit sociologiquement comme par leur durée, par la gestion, par l'incertitude qu'elle provoque. Mais le fait d'utiliser le concept de maladie chronique a un avantage, c'est que en fait, la simple classification nosologique ne permet pas d'avoir une idée réelle du retentissement de la maladie sur la personne. Et donc, le fait d'intégrer maintenant la notion de maladie chronique, eh bien, nous permet d'avoir effectivement une approche beaucoup plus globale, beaucoup plus transversale. Et tout compte fait, il est vrai qu'arriver à un certain stade de l'évolution de maladie, eh bien, le retentissement, qu'on soit diabétique, cardiaque ou BPCO, quelque part, il est un petit peu le même. Et donc, qu'est-ce qu'on va proposer à ces patients? Alors, dans le cadre de la BPCO, eh bien, les recommandations sont essentiellement la notion de réhabilitation respiratoire, donc programme multidisciplinaire qui va avoir pour objectif essentiel de diminuer le plus possible les symptômes, d'optimiser les conditions physiques du patient et ainsi, bien sûr, de diminuer les coûts de la maladie. Alors, cette réhabilitation respiratoire, quel est son contenu? Eh bien, il y a plusieurs composantes. Le réentraînement physique, qui va être la pierre angulaire du stage de réhabilitation, mais bien sûr un suivi nutritionnel, une composante psychologique, une composante sociale, un sevrage tabagique si besoin, et une éducation thérapeutique. Et l'éducation thérapeutique, elle, va être considérée comme la pierre angulaire du maintien des acquis. Parce que notre grosse problématique, c'est que ça marche très bien, la réhabilitation respiratoire, c'est de grade A, il n'y a pas beaucoup de recommandations de grade A, sauf que, voilà, en gros, dans l'année qui suit la fin du stage, eh bien, il y a quelque part une perte des acquis. Alors, c'est problématique, et s'il y a une perte des acquis, ça veut dire qu'il n'y a, a priori, bien sûr qu'il y a la notion d'évolution de la maladie, mais il y a aussi une problématique qui est liée au fait qu'il n'y a pas eu de changement durable de comportement du patient vis-à-vis de sa maladie. Et c'est donc bien un problème lié à l'éducation thérapeutique. Alors, on rentre donc dans le cadre de l'éducation thérapeutique. L'éducation thérapeutique a été définie par l'OMS comme ayant comme pour objectif d'aider le patient
Donc ça, on est dans une relation d'aide, de façon à ce qu'il acquiert ou qu'il maintienne des compétences. Elle doit faire partie intégrante et permanente du soin, de la prise en charge du patient. Et ça doit les aider à comprendre, à mieux comprendre leur maladie, mais aussi intégrer leur entourage, bien sûr, de façon à ce que ces patients, quelque part, assument leurs responsabilités, soient donc plus autonomes et améliorent ou maintiennent leur qualité de vie. Alors, quels sont les intervenants? Ils sont multiples. Alors, j'ai beaucoup entendu parler de multidisciplinarité. La multidisciplinarité c'est ce qu'on fait, ça n'a pas beaucoup d'intérêt en fait, puisque c'est la juxtaposition d'intervention de chaque professionnel de santé. Et ce n'est pas dans la multidisciplinarité qu'on crée du lien, mais c'est dans l'interdisciplinarité, voire la transdisciplinarité. Et donc dans l'interdisciplinarité de professions bien sûr différentes, médecins, infirmiers, kinésithérapeutes, etc., cette interdisciplinarité doit permettre d'aborder une problématique dans sa globalité, non pas uniquement avec notre propre vision de kinésithérapeute, d'accord, mais en ayant une vision beaucoup plus large de la problématique du patient et en s'intéressant aussi bien à son problème nutritionnel, relationnel que physique, d'accord. Et pareil pour effectivement le nutritionniste de s'intéresser aussi à l'activité physique, au drainage bronchique du patient, etc. Donc on doit se situer plus dans l'interdisciplinarité que dans la multidisciplinarité. Alors, l'éducation thérapeutique, elle va viser à permettre aux parents, aux patients de s'auto-gérer, donc d'identifier ses problèmes, ses besoins, de prendre conscience des obstacles qu'il va avoir à franchir, mais aussi de repérer ce sur quoi il va pouvoir s'appuyer pour passer ces obstacles, de générer des solutions à des problèmes, d'avoir un comportement qui lui permette de mieux gérer sa maladie au quotidien, et puis de continuer à se projeter dans l'avenir et donc à avoir des projets pour que tout ça, bien sûr, pour que sa vie prenne un sens et une signification. Et donc, il va y avoir, quelque part, on le voit bien, un accompagnement de ce patient qui doit acquérir des compétences. On n'est plus tellement dans le soin curatif, c'est-à-dire de prise en charge, quelque part, mais on est à côté, on va accompagner le patient, d'accord, dans la gestion de sa maladie. Comme pour toute action éducative, on va y retrouver 5 étapes. La première, ça va être de réaliser un bilan éducatif. Alors, c'est quelque chose qui demande une certaine méthode. De façon simple, pour le moment, on peut dire qu'on peut essayer de répondre à quelques questions simples, du style « qui est-il ? Que sait-il ? Que peut-il ? Que fait-il ? Et que veut-il ?» par exemple. À partir de là, et ce diagnostic éducatif va permettre de mettre aussi en évidence les compétences à acquérir, et donc il va y avoir une étape de négociation avec le patient, de négociation d'objectifs d'obtention de compétences, d'accord, mais bien sûr toujours avec pour nous l'idée de la balance bénéfice-risque et de toujours conserver, ça c'est de notre responsabilité, des objectifs de sécurité. La troisième étape va consister à organiser l'action, donc ça va être tout ce qui va être programmatique, la mise en place des moyens, désigner les intervenants, le lieu, que ça se fasse en groupe ou en individuel. L'étape 4, ça va être l'évaluation. Alors, en fait, là, je les présente chronologiquement, mais il est clair que l'évaluation, c'est quelque chose qui va, en fait, on le reverra tout à l'heure, intervenir dès la première étape. Ceci étant, comme dans toute démarche éducative, il faudra quand même à un moment donné qu'il y ait une étape dite évaluation, d'évaluation du patient, mais de la démarche, et même peut-être une évaluation de notre intervention, de nous-mêmes. Et puis, bien sûr, l'étape 5, s'il y a besoin, c'est le réajustement, de revoir la procédure, revoir les objectifs, et tout ça, bien sûr, selon aussi l'évolution et les motivations du patient.
Alors, quant aux les réelles motivations du patient, en sachant que il est rarissime de ne pas avoir quelqu'un qui ait de motivation, et on ne peut pas non plus tout arrêter ou laisser le patient dans la nature sous prétexte qu'il n'a pas de motivation. Il y a des techniques d'entretien motivationnel qui peuvent permettre de mettre à jour des motivations chez le patient, et quelque part, c'est lui permettre, si vous voulez, d'avancer dans parfois certaines de ses ambivalences. Bon, ces étapes, bien sûr, s'intriquent. Alors, quels vont être les objectifs? C'est-à-dire, toutes ces étapes éducatives, cette action éducative doit en fait permettre d'aboutir à l'acquisition chez le patient de deux grands types de compétences telles qu'elles ont été définies par la Haute Autorité de Santé. Des compétences d'auto-soin, c'est-à-dire la capacité pour le patient de se soulager des symptômes, prendre en compte des résultats d'une autosurveillance et donc adapter des doses de médicaments, éventuellement initier un autotraitement, réaliser des gestes techniques, des soins et donc prévenir des complications évitables. On est là dans des compétences d'auto-soin. Mais ces compétences d'auto-soin ne suffisent pas pour que, si vous voulez, ça devienne pérenne dans le temps. Et la Haute Autorité de Santé a bien précisé qu'il devait y avoir une deuxième catégorie de compétences que le patient devait acquérir. Tout patient porteur d'une maladie chronique et qui s'inscrit dans une démarche d'éducation thérapeutique, que sont les compétences d'adaptation. C'est-à-dire être capable de se connaître, d'avoir confiance en soi, de gérer ses émotions, son stress, d'être capable de développer un raisonnement créatif, une réflexion critique, d'être capable de développer aussi une communication, des relations interpersonnelles, d'être capable d'expliquer à son entourage aussi éventuellement, bien sûr. Donc de prendre des décisions et de résoudre un problème, se fixer des buts à atteindre, faire des choix, s'observer, s'évaluer, se renforcer. Et ce sont bien ces compétences d'adaptation qui vont effectivement être celles qui vont permettre le maintien des acquis dans le temps. D'accord ? Parce que, bien sûr, chaque personne avance en âge et puis la maladie évolue. D'accord ? Ce qui ne veut pas dire non plus que le patient ne va plus jamais faire appel au professionnel de santé. Mais c'est justement acquérir cette compétence d'être capable de faire appel au professionnel de santé au bon moment, d'accord ? Et lorsque c'est bien sûr justifié aussi. Au total, comme on le voit, c'est effectivement acquérir de nouveaux comportements. Des nouveaux comportements, de nouvelles façons d'être, de ce qu'on appelait savoir-être ou d'attitude. Et donc, quelque part, c'est de construire de nouveaux savoirs. Car en fait, tous nos comportements sont fonction de ce que l'on sait sur. Et on a un avis sur tout. D'accord ? Donc, il va falloir construire de nouveaux savoirs. Et donc, ça va être la notion d'apprendre. Et apprendre, c'est une activité de modification de connaissances, donc en termes de savoir cognitif, de savoir-faire, habilité, et d'attitude, ce qu'on appelait savoir-être dans le temps, avec la prise en compte des croyances, des stéréotypes, des représentations sociales qui ne doivent pas être gommées, mais être effectivement considérées. L'apprentissage, c'est décrit par certains comme la modification adaptative du comportement d'un individu consécutive à l'interaction de cet individu avec son milieu. Et en fait, toute l'existence est apprentissage. Alors, la problématique, c'est comment apprend-on ? Et ça, ce n'est pas quelque chose qu'on aborde souvent. Et parmi vos patients, même s'ils ne sont pas BPCO, il est clair qu'il y en a beaucoup qui sont, entre guillemets, bouchés, c'est-à-dire qu'on n'arrête pas de leur répéter la même chose, mais il n'y a rien à faire, ça rentre là, ça sort là, ils ne comprennent pas. C'est quelque chose que j'entends souvent, c'est quelque chose, très honnêtement, que vous devez rencontrer. Mais quelque part, si c'était vous qui étiez en cause, c'est-à-dire si c'était votre façon de présenter qui peut-être nécessitait d'être vue. Ceci étant, pour modifier notre propre comportement, il va falloir qu'effectivement, on ait des billes sur ce qu'on appelle les grandes théories de l'apprentissage. C'est-à-dire être capable de répondre à la question « Comment on apprend ?» Apprendre, ce n'est pas un empilement de savoir, ça serait génial. Il suffirait de lire un bouquin, on serait tous Einstein.
On n'apprend jamais rien à personne. Chacun prend dans son coin, seul, avec le temps, d'accord? Et apprendre, ça va être en fait décrypter ce que l'autre vous dit, l'autre vous montre, décrypter une information à travers notre propre grille de lecture, c'est-à-dire à travers ce que l'on sait déjà sur, et donc nos modèles antérieurs que l'on mobilise. Alors, les grandes théories de l'apprentissage, la toute première qui ne figure pas, c'est l'immersion. On apprend par immersion, c'est-à-dire qu'en fait, un jour, on se met debout parce qu'on est entouré, et on marche parce qu'on est entouré de personnes qui marchent. Ensuite, très vite dans le temps, on a vu se mettre en place le cours magistral, la méthode de l'exposé, la relation du maître à l'élève, qui persiste encore beaucoup d'ailleurs, effectivement, avec une relation de pouvoir sans connotation péjorative, liée au savoir. Et de ce fait, moi je sais, lui ne sait pas, donc je lui délivre le savoir. Et vous retrouverez dans la littérature des phrases qui sont assez extraordinaires, du style « La puissance de mon savoir gommera ce qu'il peut croire ». Et on retrouve aussi une autre phrase assez remarquable où les professeurs disent « Nous sommes là pour inscrire sur cette cire molle qu'est le cerveau des enfants ». Donc vous voyez, c'est vraiment une relation très... Et on continue, on continue à avoir des cours magistraux, bien sûr, en formation. Et avec nos patients, c'est souvent la relation, le modèle que l'on utilise. Alors, dans les années 50, aux États-Unis, on a quelqu'un qui s'appelle Skinner qui va développer un modèle qu'on appelle le modèle behaviorisme ou le comportementalisme. C'est un modèle qui est basé sur le fait que le cerveau est une boîte noire, on ne sait pas ce qui s'y passe, on n'a pas les moyens pour savoir ce qui s'y passe, donc on laisse tomber. Par contre, on a vu que Pavlov avait réussi à créer un conditionnement chez l'animal, donc pourquoi ne pas essayer de faire pareil chez l'humain? Et c'est ce qui va guider Skinner. Et donc on va avoir un stimulus donné, précis, et on attend une réponse précise. D'accord? Alors si je veux caricaturer pour que ça soit clair pour tout le monde, vous avez tous vu les sous-doués passent le bac. Donc, à un moment donné, ils sont dans une boîte. Il y a un stimulus, c'est une question. Il y a une réponse attendue, c'est voilà, la réponse est bonne ou pas. C'est pas bien, il prend 2 baffes et on recommence. C'est bien, le siège bascule, il a le sucette. Bon, c'est très caricaturé, mais c'est ça. Et nous sommes bien là-dedans. Nous sommes bien là-dedans depuis des années. D'accord? C'est-à-dire qu'à l'école, vous aviez les bons points, ensuite la petite image, la grande image. Si ce n'était pas bien, vous alliez au coin, voir le bonnet d'âne. Il y avait donc effectivement cette notion de renforcement positif ou négatif. On le retrouve dans la vie de tous les jours. Les radars, c'est ça. Je veux dire, vous avez un stimulus, c'est ne pas rouler au-delà de, et on attend un comportement précis. Il y a un renforcement négatif, c'est-à-dire si vous faites pincer, vous payez. À force de payer, on espère que vous allez modifier votre comportement. D'accord ? Bon, ce qui n'est pas très juste, c'est qu'il n'y a pas le renforcement positif, bien que j'ai entendu des députés qui souhaitaient récompenser les conducteurs qui ne s'étaient jamais fait flasher en leur octroyant un demi-point, mais ce n'est pas passé. Mais voilà, on est là-dedans, et on est beaucoup avec nos patients comme ça aussi. Non, recommencez, mais non, arrêtez, non, c'est pas comme ça. Oui, c'est bien, allez-y, etc. Bien, cette méthode a été largement diffusée. Malheureusement, il y a eu encore beaucoup d'échecs scolaires, et donc on va évoluer avec des modèles plus récents, alors dont un qui a été mis au point par Piaget, qui est le constructivisme. Piaget, c'était un psychologue suisse, et qui, lui, va prendre le contre-pied de tout en disant « on apprend dans l'action », c'est la personne apprend en résolvant un problème. Ce qui nécessitait, dans ce cas-là, effectivement, d'évaluer ce que l'autre sait déjà sûr pour construire une situation éducative. Bien sûr qu'il ne va pas pouvoir résoudre, on va alors lui apporter la solution qui va être extrêmement rentable puisque ça va lui permettre de résoudre la situation. C'est un mécanisme que Piaget a décrit comme accommodation-assimilation. D'accord ? Alors, ce modèle s'appelle le constructivisme. Il va évoluer avec Vygotsky, qui était un Russe, qui va lui développer le socio-constructivisme. En fait, on trouve la même problématique, mais Vygotsky va dire qu'on apprend accompagné, d'accord ? C'est-à-dire que c'est bien ça, accompagné, on n'apprend pas tout seul. Donc lui, il a pris un petit peu sa différence avec Piaget, et avec un médiateur qui est la parole.
Mais c'est la même problématique, c'est la même chose, et donc ça va être ce qu'on appelle le socio-constructivisme. Alors après, la problématique, c'est pour nous d'être capables de créativité pour créer des situations d'apprentissage qui mettent la personne en situation, entre guillemets, d'échec, pour effectivement la mettre face à une problématique et donc lui proposer ensuite une solution qui tient la route et qui va lui permettre effectivement, qui va lui faciliter l'appropriation de ce savoir que vous pouvez ensuite éventuellement renforcer par le behaviorisme, peu importe. Et puis le point de vue de la didactique, eh bien en gros en didactique, il y a un grand didacticien qui disait s'il fallait me ramener toute la didactique à une seule idée, je choisirais celle-ci. Ce qui influence le plus l'apprentissage, c'est ce que l'autre sait déjà sur, c'est-à-dire sur ce que l'apprenant sait déjà. Or, c'est quand même quelque chose de nouveau et qui n'est d'ailleurs pas encore totalement bien inscrit dans nos pratiques, car est-ce que l'on évalue réellement ce que l'autre sait sur? Est-ce qu'on le prend en compte? Surtout que vous savez bien qu'on entend souvent des trucs très bizarres. J'ai mal à ce muscle qui part du dos et qui descend sous la fesse. On rigole, on gomme, d'accord? Mais voilà, est-ce qu'on travaille sur les représentations que les gens ont de leur corps, leur mode de fonctionnement? Rarement. Et donc, effectivement, si on ne le fait pas, eh bien, on va souvent s'inscrire dans un modèle beaucoup plus frontal, behavioriste. Mais ça veut dire aussi, dans ces conditions, qu'on a une vision de la santé qui reste très biomédicale. C'est-à-dire que la santé, c'est l'absence de maladie, le silence des organes, comme disait le professeur Lorich. Alors que la santé peut être considérée autrement, surtout depuis la définition de l'OMS qui dit que c'est un état de bien-être biopsychosocial, et que les derniers travaux montrent que c'est aussi, au-delà de ça, c'est aussi une expérience de vie, d'accord ? Et que nul n'est vierge de savoir sur sa santé, surtout à l'heure actuelle avec l'accès à Internet. Et donc la façon dont on conçoit la santé va aussi, pour nous, déterminer la façon dont on va être en relation avec l'autre. Une autre façon de définir aussi l'éducation thérapeutique. Alors, il y a beaucoup d'outils. Pour moi, ce n'est pas le plus important. Je pense qu'il n'y a pas nécessité de disposer d'une énorme caisse à outils. Il suffit d'en avoir quelques-uns. Là, il y en a quelques-uns de cités. Moi, je vous invite à aller sur le site de l'INPS, l'Institut national de la prévention et de l'éducation en santé, où il y a effectivement une boîte à outils, et vous pouvez aussi leur demander un DVD, et donc vous avez cette boîte à outils. Voilà, je vais passer parce que comme il y a déjà du retard. Alors, en pratique, ensuite, bien sûr, vous pouvez choisir des actions d'éducation en groupe ou individuelles. Il n'y en a pas une meilleure que l'autre, ça dépend de l'objectif recherché, ça dépend de la personnalité du sujet, ça dépend du type de groupe que vous formez à un instant, d'accord ? Il y a des avantages, il y a des inconvénients, il faut utiliser les deux, ça c'est clair, d'accord ? Alors tout ceci dans, je vous le rappelle, un projet visé qui est là où on se projette, mais très loin, qui est effectivement l'amélioration de la qualité de vie du patient. Et ça, c'est un concept qui va se développer de plus en plus, c'est-à-dire que l'idée n'est plus de soigner une entorse ou de faire quoi que ce soit, mais c'est d'améliorer la qualité de vie du patient, en règle générale, enfin, c'est un mauvais exemple, entorse, parce que c'est une maladie aiguë, mais toute pathologie chronique, pardon, car on sait très bien que l'amélioration de la qualité de vie va de pair aussi avec une diminution des coûts. Donc c'est important. Donc en gain d'autonomie et en gain de responsabilité, bien sûr. Et tout ceci va se traduire stratégiquement en projet programmatique, d'accord, avec objectifs, moyens, et tout ceci, bien sûr, dans le cadre du projet de vie du patient, c'est-à-dire toujours s'appuyer sur le projet de vie du patient. Alors, d'un point de vue méthodologique, donc on l'a vu, première étape, ça va être la construction de ce diagnostic éducatif qui n'est pas figé, qui est révisable, modifiable. Est-ce qu'il doit être fait par une seule personne, complété ensuite par les autres? Est-ce qu'il est construit par l'ensemble des professionnels de santé qui interviennent? Actuellement, le débat est ouvert, puisqu'il y a d'ailleurs une discussion sur une liste Internet à ce sujet-là. Actuellement, on pense qu'il est préférable qu'il soit démarré par une seule personne et qu'il soit ensuite enrichi progressivement par les autres intervenants.
En tout cas, il va falloir dégager effectivement le projet du patient et surtout est-ce qu'il est réaliste et faisable. Bien sûr, mettre en évidence les facteurs limitants, mais aussi, et c'est important, les facteurs facilitants, ceux sur lesquels on va s'appuyer. Évaluer aussi à quel changement le patient est-il prêt à consentir. Et dans ces conditions, il va falloir aussi évaluer là où il en est dans le deuil de sa santé. Donc, effectivement, savoir dans quelle étape il est, et il est important de les connaître. Ça nous évite aussi des écueils du style, vous savez que les patients négocient beaucoup, tout ce qu'on leur propose, et c'est toujours très agaçant pour nous, hein. Et au bout d'un moment, ils vous disent, oui, bon, ok, d'accord, je fais ça, mais que la moitié ou mais que le machin. Et ça vous met en rogne en disant, mais merde, c'est pas une boutique, c'est pour votre santé, c'est pour vous. Non, ne vous mettez pas en colère. Au contraire, soyez contents. À partir du moment où il rentre dans la négociation, ça veut dire qu'effectivement, il passe une des étapes du deuil. Et donc, on va continuer. Ouais, ok, c'est super, il n'y a pas de souci. Donc, vous voyez bien, c'est aussi une façon de concevoir un petit peu la relation que l'on a avec l'autre. Bien sûr, il va falloir déterminer les apprentissages et les conditions dans lesquelles on va générer ces apprentissages. Alors, dans les objectifs, il y a les objectifs 1, savoir, cognitif, connaissance. On va retrouver des objectifs comme dans beaucoup de maladies chroniques, c'est-à-dire qu'il doit être capable de comprendre sa maladie, son traitement, les modalités de traitement. Dans le cadre de la BPCO, ça c'est important, c'est d'identifier ces facteurs d'exacerbation, les reconnaître. Hein, on sait que les exacerbations sont responsables d'un taux de surmortalité extrêmement important. Donc, d'être capable de connaître les moyens pour prévenir les exacerbations, reconnaître la gravité aussi d'une exacerbation, c'est que les exacerbations se subdivisent en exacerbations légères, modérées et sévères. Hein, et donc, effectivement, il doit être capable de pouvoir reconnaître un petit peu la gravité, ceci pour pouvoir effectivement faire appel suffisamment tôt aux professionnels de santé, d'accord, et ne pas attendre trop longtemps. Oui, il a fait froid, j'ai un petit rhume, mais je pensais que ça allait passer, puis ça ne fait qu'aller en empirant, et puis c'est trop tard. L'objectif habileté dans le cadre de la BPCO, on va retrouver essentiellement le fait qu'il soit capable de mesurer correctement son souffle, son débit expiratoire de pointe, d'utiliser correctement ses dispositifs d'inhalation, chambre d'inhalation, et bien sûr qu'il acquiert le drainage bronchique autonome, et donc qu'il soit capable de se drainer tout seul correctement. Objectif, donc savoir, connaissance. Objectif, habileté. Ça, c'est ce qui va permettre peut-être aux patients d'acquérir les compétences d'auto-soin, telles qu'on les a vues tout à l'heure, définies par la HAS. Mais il y a aussi des objectifs attitudes dans cette démarche éducative. C'est-à-dire que le patient devra être capable d'exprimer le vécu de sa maladie, éventuellement le partager avec d'autres. Il doit être capable de reconnaître ses symptômes, prendre des mesures adaptées d'autogestion, avec ou sans l'aide de son entourage. Il doit être capable de solliciter l'intervention des soignants au bon moment. Il doit être capable aussi de gérer sa maladie en fonction de ses activités, de ses projets. Et puis, pour la BPCO, en termes d'objectifs d'attitude, il doit être capable de pratiquer régulièrement une activité physique. D'accord ? Et c'est-à-dire que on doit travailler lors du stage avec cet effort souffrance pour le patient BPCO, qui va être vécu un petit peu comme effort souffrance au départ, d'arriver à le faire transformer en effort plutôt agréable, dans le sens où meilleure image de soi, plus de possibilités à l'effort, et donc effectivement un gain en termes de socialisation, et donc travailler là-dessus de façon à ce qu'effectivement il ait une attitude qui consiste à poursuivre cette activité physique le plus longtemps possible. Et là, bien sûr, cet objectif attitude va participer à l'acquisition des compétences d'adaptation telles qu'elles ont été définies par la HAS. Mais ça ne suffit pas. Il y a toujours cette démarche d'évaluation. Alors l'évaluation, c'est quelque chose qui est loin d'être simple. Bien sûr, on peut toujours se poser beaucoup de questions. Qu'est-ce que je évalue ? Pourquoi je l'évalue ? Comment je l'évalue ? Pour qui je l'évalue ? D'accord ? Et puis, cette évaluation, elle va être en fait partie intégrante de la démarche éducative. Elle va être, selon les moments, des évaluations mesures. La mesure du DEP, effectivement, c'est quelque chose qui a une méthodologie stricte,
qu'on doit bien respecter et qui va être confronté à une norme, des ABAC. Ensuite, on va avoir des évaluations gestion ou des évaluations qu'on appelle formatives ou cybernétiques. Je prends l'exemple, par exemple, de la prise d'un aérosol doseur. Eh bien, il y a un séquençage. Donc, voilà. Et il faut que chaque séquence soit acquise pour qu'on passe à la suivante. C'est comme le programme de la machine à laver, d'accord ? Donc, c'est cybernétique. Elle peut être aussi formatrice en termes de questionnement. Questionnement, c'est en fait essayer de se poser des questions sur le sens de la mesure. C'est construire de la signification. Mais ça vous parle, ça ? Voilà. Ça veut dire quoi pour vous ? Et il faut savoir que plusieurs études ont montré, en sciences de l'éducation, que c'est parce qu'on construit du sens, de la signification, qu'il va y avoir apprentissage. Donc la construction du sens va participer à l'apprentissage et au fait que la personne acquiert de nouveaux savoirs. Et puis, vous avez aussi l'évaluation dite complexe, alors qui est issue des modèles de la complexité de Edgar Morin, où on devra être capable d'articuler, en permanence, deux logiques contradictoires en termes d'évaluation, une logique de mesure, mais aussi une logique de questionnement, une logique de contrôle et une logique de questionnement, et donc ne pas privilégier l'une à l'autre, ne pas rester entre les deux tout le temps, mais c'est d'être capable d'articuler ces deux logiques qui sont a priori contradictoires. Et puis surtout, cette évaluation doit évoluer vers ce que l'on appelle l'auto-évaluation, donc qui a été bien décrit aussi, le nom m'échappe, ça va me revenir, parce que cette auto-évaluation qui va être en fait un temps d'autocontrôle, c'est-à-dire le patient doit être en capacité de contrôler la mesure qu'il fait, c'est-à-dire est-ce que je mesure correctement mon peak flow, est-ce que je prends correctement mon aérosol doseur, mais aussi d'auto-questionnement, c'est-à-dire du sens et de la signification sur cette mesure. J'ai mesuré mon peak flow correctement, j'ai telle valeur, que représente cette valeur ? Qu'est-ce que j'en fais ? Qu'est-ce que je dois avoir comme attitude en fonction du résultat ? Est-ce que c'est bien ? Est-ce que je dois reprendre une prise de ventoline ? Et je vais revérifier. Et donc, cette auto-évaluation va participer à la construction des compétences, bien sûr, d'auto-soin, mais aussi d'adaptation que la HS a effectivement montré. Les données de la littérature concernant la BPCO ne sont pas effectivement malheureusement encore très nombreuses. Par contre, elles sont beaucoup plus, il y en a beaucoup plus pour le diabète et l'asthme. Et là, par contre, les données sont très encourageantes. J'ai retenu deux études, notamment celle de Foucault, qui date de 2003, qui est une étude qui a une particularité, c'est qu'elle a été menée avec à la fois des professionnels de santé, mais aussi avec des personnes issues des sciences humaines, des sciences de l'éducation et de la psychologie de la santé. Et là, on s'est aperçu que, en fait, on a laissé le patient, si vous voulez, au cœur de la démarche. Il y a eu une très faible directivité dans cette démarche d'éducation, et on a laissé le patient émerger beaucoup de ses représentations, de son vécu. On l'a laissé beaucoup tester, mettre à l'épreuve et mettre à l'hypothèse. Les résultats ont été très encourageants, notamment sur l'autonomisation de ces patients qui ont, et ça ils l'ont appris après, et c'est vraiment ils l'ont appris un petit peu au décours d'une visite de contrôle ultérieure, eh bien sans avoir demandé l'avis, l'autorisation ou les conseils d'aucun des membres qui participaient à la démarche éducative, eh bien ils se sont créés en association pour effectivement continuer pour pérenniser leur modification de comportement. Donc on voit bien là qu'il y a eu effectivement une démarche d'autonomisation spontanée qui était extrêmement encourageante. L'étude de Magard, eh bien, c'est simplement parce que les patients, en fait, ont dit à la fin de l'étude qu'ils ont été contents dans cette prise en charge d'être considérés comme des personnes à part entière et pas comme des malades asthmatiques, parce que trop souvent, voilà,
Voilà, c'est un groupe de malades asthmatiques, etc. Alors qu'on voit bien qu'à partir du moment où on utilise, et c'est ce qui a été le cas dans ces études, le concept de maladie chronique et non plus la classification purement nosologique, on n'a plus du tout la même approche et la même vision que du patient. En conclusion, l'ETP peut être mis en place à travers un changement de posture professionnelle. Et j'ai souvent tendance à dire qu'on peut aussi définir l'éducation thérapeutique comme une façon d'être en relation avec l'autre. Et ce n'est pas toujours faire de façon franchement différente, mais faire des choses, je veux dire, faire plus, voilà, mais de faire différemment avec le patient. Ceci étant, ça ne s'improvise pas. Une formation est nécessaire, ça c'est clair. Et c'est un changement de comportement. C'est-à-dire que quand on suit une formation en éducation thérapeutique, en fait, la première démarche, c'est de se poser la question, c'est « mais moi, où j'en suis ?» D'accord ? C'est souvent d'ailleurs très déstabilisant, très désagréable pour soi-même, parce qu'en fait, ça bouscule des certitudes, bouscule des habitudes. Pendant un certain temps, on ne peut plus faire comme avant, parce que voilà, mais on ne sait pas encore faire, parce que... Mais voilà, c'est une activité très enrichissante. Et donc, pour clore, je vais citer comment il s'appelle déjà? C'est Berton, Sandrin Berton, qui dit que l'éducation n'est pas une potion que le médecin prescrit, que l'infirmière administre et que le patient ingurgite. L'éducation, c'est une aventure humaine. L'éducation, bien sûr, étant fortement intriquée avec la notion de prévention, ça c'est clair, et que toute action de prévention va nécessiter trois choses. C'est l'information, mais on sait que ça ne suffit pas. L'information l'information, mais ça ne suffit pas, d'accord. Un truc très simple, c'est fumer tue, mais vous vous rendez compte que la mort c'est assez abstrait, donc bon. Et puis dans un groupe, quand il y a des hommes qui fument, je dis fumer rend puissant, mais bon, quelque part, on va gommer aussi. Donc ça peut marcher, mais c'est largement insuffisant. L'enseignement, c'est-à-dire l'information aussi sous forme d'enseignement, n'est pas du tout non plus suffisante, d'accord. C'est-à-dire que voilà, c'est pas parce qu'on reçoit un savoir qu'on va se l'approprier. Et la formation, qui est de travailler sur la forme, et ça c'est une autre façon de voir aussi les choses. Je vous remercie de votre attention.